Au sommaire de cette édition, au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a demandé aux anciens combattants de se mobiliser pour les élections prévues d'ici fin août. À Madagascar, la commission électorale a rassemblé tous les partis politiques pour décider de la date de l'élection présidentielle. Et puis au Kenya, les secours ont continué ce vendredi à rechercher d'éventuels survivants après la rupture d'un barrage qui a fait au moins 45 morts et une quarantaine de disparus. La puissante organisation des anciens combattants de la guerre d'indépendance a joué un rôle déterminant dans le départ de Robert Mugabe en le lâchant après plus de 3 décennies de bons et loyaux services. Ce vendredi, Emmerson Mnangagwa les a appelés à se lancer à plein régime dans la campagne électorale en vue d'une victoire tonitruante. Nous devons gagner le cœur et les esprits de notre peuple, a-t-il ajouté devant quelques 5000 anciens combattants réunis dans la capitale Harare. Comme vous le savez, ces élections seront supervisées par des observateurs internationaux. J'en appelle à tous nos concitoyens pour qu'ils leur montrent la grande hospitalité des Zimbabwéens et qu'en effet, notre démocratie est arrivée à maturité. Le chef de l'État s'est également engagé à améliorer leurs conditions de vie en augmentant leur allocation mensuelle, actuellement fixée à $206. Emmerson Mnangagwa lui-même, ancien combattant et ex-allié de Robert Mugabe, va briguer la présidence sous les couleurs de la ZANU-PF. Il est quasiment assuré de l'emporter face au principal candidat de l'opposition, Nelson Chamisa, du mouvement pour le changement démocratique, en proie à des rivalités après la mort en février de son chef historique, Morgan Tsvangirai. Les précédentes élections au Zimbabwe ont été entachées de fraude et de violence, mais le nouveau président s'est engagé à organiser des scrutins libres et justes qui pourraient permettre au pays de regagner la confiance des investisseurs et de la communauté internationale, alors que le Zimbabwe est aux abois économiquement et financièrement. Principal opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, le général Mokoko, 71 ans, a été condamné à 20 ans de prison par la justice à Brazzaville. 7 autres personnes décrites comme ses complices, dont 6 Français jugés par contumace, ont été condamnés à la même peine. Pendant le procès, une vingtaine d'activistes de mouvements citoyens ont été arrêtés pour avoir placardé des affiches demandant la libération des prisonniers politiques. Candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, le général Mokoko avait refusé de reconnaître la réélection contestée du président Sassou Nguesso et avait appelé à la désobéissance civile. Il était également poursuivi pour détention d'armes et troubles à l'ordre public. Au XXIe siècle, on ne peut pas envisager de prendre le pouvoir par les armes avec l'aide des mercenaires étrangers, a déclaré l'un des avocats de l'État congolais, un Français inscrit au barreau de Brazzaville, Maître Gérard de Villiers. Fidèles à leur ligne de défense, ni le général ni ses avocats ne se sont exprimés vendredi. Le général Mokoko, qui a qualifié son procès de règlement de comptes politiques, a invoqué une immunité qu'il affirme tenir de son statut de dignitaire de la République. Pendant le procès, le procureur a présenté des scellés supposés contenir des preuves, à savoir des armes et une vidéo datant de 2007 où le général Mokoko semble ourdi en coup d'État avec d'autres interlocuteurs. Le parti dissous a 90 jours pour introduire son recours, selon l'un des avocats de Citoyens pour l'innovation, CI, pour qui la loi a été foulée aux pieds. Le parti va donc déposer un autre recours auprès du tribunal constitutionnel dont la loi organique prévoit si une sentence de la Cour suprême a violé les droits fondamentaux. En effet, la Cour suprême avait confirmé lundi la dissolution décrétée le 26 février par le tribunal de Mongomo, ville de la partie continentale de la Guinée équatoriale. La Cour avait précisé que la sentence était définitive et que plus aucun recours n'était désormais possible.
Le deuxième parti de l'opposition équato-guinéenne, Convergence pour la démocratie sociale, a condamné la dissolution de CI. Le CPDS a appelé le peuple à la désobéissance civile pacifique pour en finir avec un régime qui conduit le pays chaque jour à la ruine. De mémoire, le tribunal de Mongomo avait jugé 147 militants de CI et condamné 21 de ces militants, dont l'unique député élu du parti, à 30 ans de prison pour sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves. Des condamnations intervenues à la suite de violences qui s'étaient produites pendant la campagne pour les législatives de novembre 2017. À Madagascar, la CENI a organisé vendredi une concertation entre différents partis politiques et la société civile sur le processus électoral. Les députés de l'opposition ont presque boudé la rencontre organisée par la CENI. Côté gouvernement, ils étaient aussi peu nombreux. Les concertations ont duré 6 heures. Eri Rakotomana, le président de la CENI, a demandé à l'opposition et au régime de trouver un accord politique d'ici la fin du mois. Il faut sortir vraiment des décisions pour avancer vers les élections au plus tard, au 31 de ce mois, au 31 mai. Sinon, il va y avoir un risque fort de report des élections. Donc c'est pour cette question qu'on avait réuni tout le monde. Selon le représentant du Premier ministre, tout est en place pour que l'élection présidentielle se déroule fin novembre. Elle n'a pas dit que ces lois sont inconstitutionnelles. Techniquement, elle a dit, en principe, qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont inconstitutionnelles. Au vu des tensions politiques, la CENI a proposé en début de semaine 3 dates pour l'élection présidentielle, soit anticipée dès fin août, rester sur la date initiale en novembre ou reportée en mai 2019. Tard vendredi soir, dans un communiqué, la présidence a indiqué que les 3 lois électorales ont été promulguées par le chef de l'État malgache en tenant compte des recommandations de la Haute Cour constitutionnelle. La semaine dernière, l'instance avait retorqué plusieurs articles de ces lois qui régissent les élections. Lee Kinuiji a déclaré à la presse vendredi matin que 45 corps avaient été récupérés, 40 personnes étaient portées disparues et annoncé qu'un barrage voisin devra être vidé pour éviter un nouveau désastre. Des dizaines de personnes rescapées ont été admises dans des centres de soins. Mercredi vers 21h, le barrage situé sur la commune de Solaï, près de Nakuru, avait cédé et ses eaux boueuses balayaient les modestes habitations avoisinantes. Interrompues jeudi en fin de journée en raison de fortes pluies, les recherches ont repris vendredi matin, mêlant secours professionnels et volontaires. Le procureur en chef du Kenya, Nordin Hajo, a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête policière afin de déterminer les causes et les responsabilités dans cette tragédie. La plupart des victimes, dont 20 enfants, sont issus de familles très modestes, d'ouvriers agricoles dont les habitations de fortune ont été emportées par les eaux du barrage. Jeudi, des rescapés avaient décrit à l'AFP la violence du phénomène, évoquant un enfer sur terre. Près de 180 personnes sont mortes au Kenya à cause des inondations depuis le début de longue saison des pluies en mars, selon un bilan gouvernemental rendu public mercredi. L'agence spécialisée des Nations Unies avait comptabilisé 32 cas, dont 18 décès, entre le 4 avril et le 9 mai dans la région de Bikoro, située au nord-est de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. 3 de ces 32 cas sont des membres du personnel soignant, ce qui préoccupe fortement l'OMS car de tels cas peuvent avoir un rôle d'amplificateur de l'épidémie. Nous avons 3 membres du personnel soignant infectés et 1 qui a été signalé comme étant mort. Et nous savons que les membres du personnel soignant peuvent vraiment être un facteur amplificateur de ce genre d'épidémie. Nous savons que le nombre de cas suspects probables et confirmés est significatif. Nous sommes donc très préoccupés et nous nous préparons à tous les scénarios, y compris au pire.
C'est une situation absolument désastreuse. En termes d'infrastructures, il y a très peu de routes pavées, un très faible accès à l'électricité, de très mauvaises installations sanitaires et comme je l'ai mentionné, la seule façon d'apporter une réponse sérieuse à cette épidémie serait par un pont aérien. Juste pour vous donner une idée de ce que c'est, nous parlons d'une zone de 280 km, même à partir de la capitale de la province. Cela va être extrêmement difficile en termes de réponse. Donc, nous devons nous assurer que tout le monde sait que ça va être difficile et coûteux d'endiguer cette épidémie. Il a également annoncé que l'ONU espérait mettre en place un pont aérien dès ce week-end avec des hélicoptères pour acheminer le matériel nécessaire dans cette région pauvre en infrastructures. En outre, l'Organisation mondiale de la santé attend le feu vert des autorités de la République démocratique du Congo pour distribuer un vaccin expérimental contre Ebola. L'OMS a envoyé des épidémiologistes sur place pour évaluer l'ampleur de l'épidémie. Au niveau régional, 9 pays voisins ont été mis en état d'alerte et le risque a été jugé élevé pour la République centrafricaine et la République du Congo en raison de leur proximité avec le fleuve Congo, selon l'OMS. Lors d'une rencontre avec son homologue sud-coréenne Kang Kyung-hwa à Washington, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré ce vendredi que les États-Unis sont prêts à aider l'économie nord-coréenne et à apporter des garanties à Kim Jong-un si Pyongyang prend des mesures courageuses en vue d'une dénucléarisation rapide et complète. Nous avons eu de bonnes conversations, des conversations de fond, des conversations qui impliquent des problèmes profonds, complexes, des défis, des décisions stratégiques auxquelles le président Kim doit faire face sur la façon dont il souhaite procéder et il est prêt. En échange des garanties que nous sommes prêts à lui apporter s'il est prêt à dénucléariser complètement. Je suis confiant, nous avons une compréhension commune du résultat que les dirigeants souhaitent. Le président Trump et le dirigeant Kim l'ont, mais je pense que le président Moon l'a aussi. Je pense que nous avons une vision commune de ce que nous espérons lorsque ce processus sera terminé sur ce à quoi ressemblera la péninsule coréenne. Je pense que nous avons une bonne compréhension et je pense qu'il y a un accord total sur ce que sont les objectifs ultimes. Nous sommes très clairs sur le fait que les sanctions restent en place jusqu'à ce que la Corée du Nord prenne des mesures visibles et significatives sur le chemin de la dénucléarisation. Après avoir fixé la date et un lieu neutre pour le sommet entre le président américain Donald Trump et le président nord-coréen Kim Jong-un, et après avoir obtenu la libération de 3 Américains détenus par la Corée du Nord, ramenés cette semaine par Mike Pompeo, les diplomates américains s'attellent donc à définir l'ordre du jour.